Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité, David Cabas, il est candidat tête de liste Debout la Bretagne, Debout la France pour les régionales. Il est également secrétaire départemental du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan dans le Morbihan. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour David Cabas. Bonjour. Alors David Cabas, on vous a vu vous exprimer ces derniers jours autour de ce débat qui a eu lieu hier soir chez nos confrères de France 3, France 3 Bretagne. Vous n'avez pas été convié à ce débat et vous l'avez regretté publiquement sur les réseaux entre autres. Je l'ai regretté, c'est surtout incompréhensible. Au début, j'avais déjà prévenu, France 3, que les scores étaient quand même fluctuants. Et preuve, hier on était 8e, la semaine dernière on était 10e. Ce scrutin va réserver de grosses surprises. Et c'est pas normal qu'il n'y ait que 8 personnes sur les 13 qui soient invitées. Voilà, surtout que là on se rend compte qu'il y en a même un qui était plus qu'à 0,5% dans les sondages, que une liste est juste à 1 point de nous et une autre à 2 points de nous. En tout cas, j'espère que ça n'aura pas de conséquences fâcheuses pour notre liste. Vous n'avez regardé ce débat finalement ? Non, je n'ai pas regardé. Hier soir, j'ai été avec des militants des Côtes d'Armor, coller des affiches pour militer, pour montrer notre présence sur le terrain. Alors, vous le disiez, vous êtes en gros à 8% dans ce sondage. Non, je suis 8e. Pardon, 8e. Il y a eu beaucoup de changements. C'est pour ça que je dis ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont baissé. Nous, on s'est maintenus. Et il y en a qui sont même passés derrière nous. Voilà, 8e, bien sûr. Je rectifie, David Cabas. Est-ce que pour vous, le score peut encore être perfectible Ah oui, je pense que dans les outsiders, en tout cas, il peut y avoir des surprises. Effectivement, il n'est pas question de passer devant les favoris. Mais en tout cas, dans les outsiders, ça se joue à 1-2%. Il reste une semaine. Je pense que les choses peuvent encore évoluer beaucoup. On a quand même vu, il y a 15% qui ne sont pas exprimés. Donc en tout cas, nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour passer premier de tous ces partis outsiders. Alors, est-ce que vous avez été surpris lorsque vous avez découvert le sondage hier que le Rassemblement National, par exemple, arrive en tête, ce qui n'était finalement jamais arrivé en Bretagne, en tout cas sur les projections, sur les sondages pour ce premier tour? Surpris et pas surpris à la fois. Aujourd'hui, tout est fait pour que la colère aille vers le Rassemblement National. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est un vote sans issue, puisqu'on sait que s'il y a 20%, au second tour, il y aura encore 20%, et que le RN ne sera jamais à la tête de la Bretagne avec les jeux d'alliance. Donc, malheureusement, c'est sans issue, ce vote. Alors, il y a eu dans l'actualité cette semaine cette gifle au président de la République qu'on a vu sur les réseaux sociaux, sur les écrans de télé. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Comment vous avez reçu ce geste ? Déjà, je l'ai condamné, très clairement. Moi, je pense qu'on peut pas faire ça. Après, à faire attention à ne pas baisser le rôle du président, à ne pas, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement tendue. Emmanuel Macron va jouer sur le terrain proche des Français, mais en même temps, il fait une politique qui, des fois, fâche les Français. Donc, attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais en tout cas, on ne peut pas avoir ce genre de comportement envers le président. Voilà, faut continuer le dialogue, même si on n'est pas d'accord. Tout à fait. J'avais entendu une fois une phrase d'un des leader politique français, que la baffe, ça se donne dans les urnes. Voilà, c'est peut-être moins, en tout cas, c'est peut-être plus démocratique, on va le dire comme ça. David Cabas, votre programme, il est important de le rappeler ici, votre programme autour de la Bretagne, c'est aussi des territoires. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a des fractures territoriales. Ces fractures territoriales, elles sont multiples. On parle évidemment de fractures numériques, mais on parle aussi de fractures entre les grandes villes, les métropoles, les villes moyennes et les campagnes. Est-ce qu'il est urgent aujourd'hui d'avoir un plan campagne, par exemple ?
Bah, en tout cas, ça va nous, notre programme va dans ce sens-là. On a tout plein de propositions au niveau d'aménagement du territoire. Moi, je suis un candidat, je viens du monde rural et je fais face aux difficultés de la vie rurale tous les jours. Rien que par le transport. Nous, et pourtant, j'habite dans une commune où il y a plus de 2000 habitants et on n'a pas de transport pour aller au travail, qui est pourtant pas si loin et qui est la petite ville dynamique du coin. Donc du coup, effectivement, il faut absolument que ce soit une priorité. On voit des villes, des métropoles comme Rennes se développer, Brest et puis d'autres en Bretagne qui se développent un peu, mais on a quand même une grande impression d'un abandon du centre-Bretagne et de certaines régions de Bretagne. Et voilà, nous on a proposé de créer un service public du transport en milieu rural, parce qu'il faut absolument qu'un organisme mette en relation toutes les communes qui veulent proposer un service de transport, par exemple, à leurs habitants. Mais pareil, hein, pour tout ce qui est la fracture numérique, on n'a même pas la 4G sur tout le territoire breton. On est en train de parler, des candidats sont en train de se féliciter d'avoir la 5G, mais moi, je sors de chez moi, j'appelle, des fois j'ai des interviews avec vos collègues, et ben ça coupe parce que c'est de très mauvaise qualité, même chez moi, voilà. Alors justement, cette fracture territoriale, la région en place jusqu'à présent a essayé, alors par la fibre, le plan fibre, même s'il est insuffisant, de la combler, cette fracture territoriale. Et on a beaucoup misé aussi sur le ferroviaire. Vous venez de Ploërmel avec une gare qui a disparu il y a déjà longtemps. Enfin, la gare est toujours là, mais les voies de chemin de fer ont disparu. Est-ce que vous regrettez justement qu'on n'ait pas développé ce réseau ferroviaire plus tôt ? On développe, moi j'ai pas l'impression qu'on le développe beaucoup, hein. Effectivement, probablement sur la partie existante, aux côtés des côtes, entre Rennes et Brest et Rennes et Quimper, mais dans le centre-Bretagne, la preuve est le contraire, c'est qu'on a fermé la seule ligne qui allait de Saint-Brieuc à Vannes. Donc non, c'est assez dramatique ce qui se passe dans le centre-Bretagne. Et nous, dans notre programme, on a proposé justement des alternatives. Il y a des choses qui se font et des recherches qui se font. Je pense qu'il faut penser justement au transport de demain. Là, on a parlé à Nancy d'un transport du futur, mais il y a aussi sur Orléans une entreprise qui s'appelle Space Train qui a repris à son goût aujourd'hui l'aérotrain. Donc moi, je pense que c'est des choses qui peuvent être expérimentées en tout cas en Bretagne, parce qu'il va falloir aujourd'hui avoir une solution pérenne pour le transport en Centre-Bretagne. Surtout, ce qui pourrait créer, c'est d'avoir des logements qui sont moins chers du coup en Centre-Bretagne et de pouvoir aller facilement travailler en ville sans ces problèmes de bouchons. Enfin, quand même, la question du transport, elle est essentielle. On voit des articles tous les jours sur la multiplication des bouchons à l'entrée des métropoles. Effectivement, il doit y avoir une solution pour qu'on puisse quand même habiter sur place plus facilement dans les métropoles, mais on peut aussi améliorer le transport depuis les zones rurales pour permettre à ce que les gens viennent travailler plus facilement dans les zones dynamiques de Bretagne, oui. Voilà, faut aller vers le transport de demain. Alors vous faisiez allusion à l'aérotrain qui était ce monorail qui n'a pas fonctionné bien longtemps, mais qui était très prometteur. Ouais, mais aujourd'hui, il y a justement, il a été repris par une société à Orléans et qui est d'ailleurs bien mis à la page avec les problèmes de l'époque qui ont été corrigés, mais une entreprise qui est d'ailleurs une entreprise française, qui est une entreprise d'innovation et qui est en train de tomber en faillite parce qu'aucune région, aucune collectivité territoriale ne veut tester ce train chez lui. Ce que je trouve ça vraiment, ce sera le train de demain. Moi, j'en suis persuadé, ce train est vraiment révolutionnaire et il faut qu'une région profite. Ce sera probablement le train qui sera partout, parce qu'il est moins cher que le TGV et plus rapide que le TGV. Donc, je vois pas pourquoi on ne profite pas de cette technologie française. Voilà, il y a une espèce de malédiction autour de l'aérotrain. Voilà, bon, alors à suivre, David Cabas, cette histoire d'aérotrain. Le déplacement, les transports du futur, mais aussi l'environnement. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. C'est la première préoccupation, on le lisait dans le sondage auquel nous faisons référence. Il y a cette préoccupation de l'environnement et du changement climatique. Là aussi, est-ce qu'il y a urgence que des régions comme la Bretagne travaillent très en amont sur ces problématiques ? Il y a urgence, mais surtout, moi, là-dessus, je vais quand même dénoncer une grosse hypocrisie. Il y a toujours ce discours, ce que vous dites, transition écologique, et en même temps,
on voit en Bretagne, par exemple dans l'agriculture, un conseil régional qui finance des grosses entreprises, des grosses fermes, on appelle ça des fermes-usines. Vous avez pu voir des poulaillers énormes se développer dans le Morbihan, par exemple. Et voilà, moi, je dénonce. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et moi, en tout cas, et puis pareil, pour tout ce que nous, on parle beaucoup d'éolien, et on construit des éoliennes, mais en même temps, cette conséquence a qu'on construit une usine à gaz à Landivisio. Donc tout ça, ça va contre... il y a une forme d'ambiguïté, finalement. Mais toujours, en permanence. Avec les socialistes, il y a en permanence une ambiguïté. Il y a un discours, et en même temps, il y a ce qu'ils font en vrai dans la réalité. Alors, il y a, justement, on faisait allusion aux éoliennes, hein, il y a une réticence pour l'implantation des éoliennes dans le paysage breton. Et puis, aussi en mer, on voit cette lutte des marins-pêcheurs contre l'implantation du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Est-ce que là aussi, vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez de concertation, par exemple? Moi, je dirais même... La concertation, moi, je suis contre. Totalement des éoliennes. Je sais bien que beaucoup de mes concurrents disent que c'est un problème de méthode et pas un problème de fond, mais le problème, c'est les éoliennes. C'est pas un problème de méthode, et on ne doit pas mettre des éoliennes en mer. Ça ne sert à rien. C'est une énergie intermittente. On ne pourra pas développer la Bretagne. On ne pourra pas faire de nouvelles activités basées sur l'éolien. Quand il n'y a plus de vent, quand il n'y a pas de vent, et surtout il y a des périodes quand il fait très chaud ou des périodes quand il fait très froid, ces moments-là où il n'y a absolument pas de vent, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Donc, on a vu d'ailleurs des drames dans des pays étrangers qui sont passés parce que ils ont tout misé sur l'éolien. Donc, faudrait miser sur quelle forme d'énergie finalement? Nous, on a fait une proposition. On a proposé que la Bretagne devienne encore dans question d'innovation, qu'on fasse une centrale à thorium, en tout cas une expérimentation en Bretagne. Il y avait un beau reportage qui est passé sur Arte il y a quelques années sur le thorium. J'invite tous les auditeurs à regarder ce reportage qui s'appelle Thorium, la fâche cachée du nucléaire, parce que je pense qu'il va falloir reposer la question, en tout cas, du nucléaire en Bretagne. Pareil, la question de la méthode doit aussi se poser aussi, parce qu'on ne peut pas imposer les choses. D'ailleurs, on a bien vu le vieux drame de Plogoff qui est toujours là, ce qui d'ailleurs était fou d'installer là-bas. Mais c'est pareil de l'éolien aujourd'hui. Mais c'est pas voilà. Pour l'éolien, moi, je suis contre parce qu'il y a vraiment un problème de fond par rapport à cette énergie. Pourtant, aujourd'hui, on voit que le nucléaire recule. On n'en veut plus du nucléaire. Comment on pourrait dire aux citoyens bretons, par exemple, aux Bretons, aux Bretonnes, voilà, on va vous installer une centrale. Moi, ce que j'ai proposé, d'abord, dans notre programme, c'est qu'il y ait un débat sur les questions énergétiques. Parce qu'effectivement, on n'imposera rien aux Bretons. C'est même pas la question du nucléaire ou même d'autres choses, même des éoliennes. On voit bien que même les éoliennes, les Bretons n'en veulent pas. Donc c'est même pas la question du nucléaire ou des éoliennes. C'est qu'il faut absolument un débat citoyen et expliquer vers où on va et qu'est-ce qu'on a besoin comme énergie en Bretagne si on veut se développer. Et du coup, à partir d'un moment où je pense que si on a un débat raisonnable et dépassionné sur la question de l'énergie, je pense que les Bretons sont des gens sérieux, raisonnables, et qu'ils feront un choix sérieux et raisonnable. Mais on ne peut pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat avec les gens. C'est un truc d'élite, c'est un truc dans un petit noyau de gens qui décident pour tout le monde, et ça dépasse souvent les citoyens parce qu'on les implique pas dans les choix. Alors, autre grand sujet ici en Bretagne, c'est l'agriculture. Vous faisiez allusion à l'instant, David Cabas, à ces fermes-usines. L'agriculture qui a entamé déjà depuis quelques années une forme de mutation, puis l'arrivée des jeunes générations, l'installation des jeunes agriculteurs. Mais voilà, tout ça se fait dans la douleur aujourd'hui. Et on a l'agriculture conventionnelle qui a du mal à changer ses méthodes, et une nouvelle forme d'agriculture, l'agriculture bio, qui arrive de plus en plus. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir arriver, j'ai déjà posé la question à plusieurs candidats ici, à faire dialoguer ces deux mondes de l'agriculture et les faire dialoguer aussi avec le citoyen consommateur? De toute façon, il faut absolument éviter de s'opposer aux agriculteurs. Moi, je serais absolument une personne
pour le dialogue avec les agriculteurs. Les agriculteurs ont nourri les Français depuis bien longtemps. Effectivement, certains ont peut-être eu des pratiques qui ne sont pas forcément exemplaires, mais en tout cas, on ne peut pas se retourner contre les personnes qui nourrissent les Français. Et voilà. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. Donc, je pense que c'est le moment, en tout cas, d'entamer réellement cette transition qui ne soit pas dans la douleur, justement, comme vous dites. Hein. Il y a 10 ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. Et ben, profitons. C'est le rôle du conseil régional d'orienter les subventions, d'orienter l'économie, les lycées, enfin tout ce qui est... On a toutes les formation, finalement. Ouais, la formation. On a toutes les cartes en main pour réussir cette transition au niveau de l'agriculture. Hein. On peut pas passer notre... Comme je dis, il y a vraiment une hypocrisie de toute façon avec les socialistes par rapport à ça. Ils sont en train de dire qu'il faut que ce soit plus local, et en même temps ils font tout pour aller vers une agriculture internationale et tout ça. Il faut un moment être cohérent. Alors l'agriculture, ce sont des méthodes nouvelles, c'est aussi justement les jeunes qui s'installent, mais c'est aussi en relation très proche avec l'environnement, on en parlait à l'instant. Est-ce que là aussi il va falloir travailler avec les agriculteurs pour changer les pratiques? On voit encore ces marées d'algues vertes ici en Bretagne. Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir vraiment changer les méthodes et puis peut-être aussi répartir les fonds? Alors on parle beaucoup d'une PAC qui reviendrait à la région. Est-ce que c'est quelque chose de cohérent là aussi? En tout cas, comme je dis, hein, je pense que les méthodes se changeront avec... cette révolution arrivera de toute façon. Il dit la moitié des agriculteurs qui sont en place, et peut-être même plus en Bretagne, partiront bientôt. Donc du coup, il faut absolument profiter de cette nouvelle génération qui arrive pour mettre en place des nouvelles pratiques. Mais il faut les aider parce qu'aujourd'hui c'est très cher, c'est très difficile de reprendre une ferme, de transmettre une ferme. Donc si on veut effectivement réussir cette transition, il faut absolument aider. Ça ne peut pas être que des mots. Des mots ne feront pas la politique, donc il va falloir des actions. Après la PAC, il faut absolument qu'elle soit mieux conditionnée et mieux organisée. La question de l'Union européenne se pose toujours. Hein. Aujourd'hui, on est en train de baisser, la PAC au niveau européen, alors qu'en même temps, en France, on est en train d'augmenter la part qu'on donne à l'Union européenne. On était à 9 milliards en plus là dernièrement de fonds européens. Et là, on va passer à 15 milliards de subventions et on est en train de baisser en même temps la PAC. Donc, il y a des choix à faire aussi au niveau du financement de l'Union européenne pour peut-être remettre de l'argent dans notre économie en France. Alors il y a des territoires aussi, David Cabas, c'est aussi un grand enjeu de ces régionales, cette envie de décentralisation. Alors on parle beaucoup d'une assemblée de Bretagne, on parle beaucoup, alors après les idées s'affrontent entre une Bretagne dans l'Europe ou une Bretagne en France, en fait je schématise un peu, mais quel est votre point de vue là-dessus? Déjà nous on est contre la France à la carte. Hein, s'il doit avoir, on n'est pas contre la décentralisation, hein, faut pas. Mais en tout cas, s'il doit avoir des choses qui se passent en Bretagne, c'est les mêmes choses qui doivent se passer sur tout le territoire national. Si on doit donner plus de pouvoir à la Bretagne, on doit donner plus de pouvoir à toutes les régions françaises. Il est hors de question qu'on sorte du principe d'égalité en France. Ça, c'est la base de notre liste, c'est le principe chez nous, de la France, c'est qu'on doit garder cette égalité. Donc du coup, si une réforme doit avoir lieu, qu'elle se fasse, qu'on donne plus de pouvoir aux collectivités locales, qu'on le fasse, il n'y a pas de souci, mais pas en étant différent d'une région à une autre. Ça, ce sera quelque chose sur lequel nous, on ne pourra pas laisser faire. Ça risquerait finalement de mettre des régions en concurrence? Tout à fait. Et ça, nous, on ne veut pas. Nous, on veut qu'un développement de toute la France. Donc, il faut que les lois, il faut que l'organisation du territoire permette à ce que chaque Français soit égal dans le traitement et qu'on aille vers ça. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est le cas, mais en tout cas l'idéal
français veut qu'on aille vers ça. L'idéal français veut qu'on aille, chaque citoyen, vers l'égalité de traitement de chaque citoyen. Voilà, plus des régions françaises que des régions, par exemple, comme on le voit en Allemagne, fédérales, donc des territoires qui seraient plus près de l'Europe que de la France. Bah, en tout cas, on n'a pas la même histoire, hein. Moi, je sais, à chaque fois, on parle des autres pays européens, mais on a chacun notre culture, chacun notre histoire, et voilà, les gens qui protègent l'histoire en général, ben, en fait, on pourrait aussi parler de l'histoire de la France, qui n'a pas été la même que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Donc, je pense que voilà, il faut qu'on fasse des choses, mais dans le cadre, dans le cadre de notre histoire. Voilà, c'est. Alors, il y a aussi l'économie bretonne. Alors, on en parle beaucoup, hein, la crise l'a éprouvé, cette économie bretonne, comme d'autres régions, même si la Bretagne, a priori, a un petit peu mieux résisté que d'autres régions. Comment réduire aussi ces inégalités économiques, alors en Bretagne, parce qu'il y en a, et puis maintenir les entreprises, favoriser par exemple la recherche. On parlait des jeunes tout à l'heure qui s'installent en Bretagne, qui ont plein d'idées. Est-ce que justement, là aussi, il y a un grand travail à faire pour redonner envie de s'installer en Bretagne pour les entreprises? Déjà, tout à l'heure, on parlait de la fracture numérique. Et pour s'installer en Bretagne, quand on n'a pas les services publics, les services publics ou n'importe, en tout cas, quand on n'a pas les services sur place, c'est difficile. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de ce genre de choses. Mais si on n'a pas ce qu'il faut pour installer une entreprise ou travailler chez soi, ça va pas être possible. Donc, il va falloir d'urgence installer la fibre partout en Bretagne, comme je parlais de la 4G, la question du transport, des services publics. Il va falloir redynamiser cette partie rurale de la Bretagne. On parle de 500 000 Bretons d'ici 10 ans en plus en Bretagne. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Je parle pas des hôpitaux, c'est pareil. Alors, on allait y venir à l'aménagement du territoire. Voilà, vous me devancez, David Cabas, mais c'est très bien. C'est aussi l'accès à chacun, accès à la santé. Et on voit aujourd'hui ces déserts médicaux dans les campagnes souvent, mais aussi en ville, hein, on l'oublie un peu, les villes moyennes sont aussi touchées par ce phénomène. Là aussi, comment réorganiser l'accès à la santé pour tous sur un territoire comme la Bretagne? En tout cas, tout ne se jouera pas au niveau de la Bretagne, parce qu'on sait que tout ce qui est au niveau des numerus clausus et tout ça, ça se joue au niveau du national. Donc, il faudra un changement de politique nationale. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on est candidat sur la liste de Debout la France, parce qu'on soutient aussi l'action politique de Nicolas Dupont-Aignan, parce que tout ne se jouera pas au niveau de la région. Il va falloir un changement politique profond en France pour résoudre ce problème. Mais en tout cas, après, il faut que les collectivités territoriales. Il y a des choses qui sont faites au niveau de la France, hein. On a vu des régions qui se sont impliquées à 100% pour recruter des docteurs, recruter tout ce qu'on a besoin pour les déserts médicaux. Nous, on a proposé justement des maisons de services publics dans les communes et aussi des maisons de docteurs, qu'on appelle ça, j'ai oublié le nom, maisons médicales, des maisons médicales financées par le conseil régional dans les déserts médicaux. Il faut absolument, mais ça se fera, comme je disais tout à l'heure, dans un cadre aussi dynamique. On ne peut pas ne pas équiper les milieux ruraux et et à vouloir des docteurs. Il faut vraiment une nouvelle politique d'aménagement du territoire en Bretagne si on veut résoudre ce problème des déserts médicaux. Alors, politique d'aménagement du territoire, ça passe aussi, en tout cas, on voit ce désir de retour de Nantes en Bretagne, de retrouver les frontières historiques de la Bretagne. Comment vous vous situez, vous, à Debout la France? Nous, on s'est prononcé. Nous, on s'est prononcé pour faire un référendum. Mais en tout cas, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on veut interroger que la partie de la Bretagne et la Loire-Atlantique. Et nous, on est contre ça. Nous, on veut absolument que il doit y avoir quelque chose, comme vous disait tout à l'heure, une question d'égalité, c'est que tous les citoyens, que ce soit de Bretagne et de tout le pays de la Loire, doivent être interrogés. Qu'est-ce que deviendront la Mayenne, les Maine-et-Loire, la Sarthe, une fois que le pays de la Loire, le gros département de leur région, aura rejoint la Bretagne. Donc, on ne peut pas faire une sortie concertée sans interroger tous les citoyens de Bretagne et du Pays de la Loire. Est-ce qu'il faut finalement un redécoupage territorial au niveau national? On sait que les régions qui avaient été redécoupées sous François Hollande ne font pas l'unanimité. On a des grandes régions qui sont un petit peu hors... Elles sont hors sol. Voilà, donc justement, est-ce qu'il faut un redécoupage de ces régions, une réorganisation territoriale? Moi, je trouve que les régions qu'on avait il n'y a pas si longtemps étaient
c'était plutôt un bon format. Après, on peut peut-être justement se réinterroger sur tel ou tel endroit, mais ça doit toujours se faire, je pense, quand même, avec les citoyens. Tout ça, aujourd'hui, ça se fait avec les politiciens, mais sans les citoyens. Moi, je suis contre, parce que l'idée qui est en train de sortir actuellement, c'est de mettre une loi sans faire de référendum, sans impliquer les citoyens, et ça, je suis absolument contre toute idée qu'on n'interroge pas les citoyens. Et tout ça, toute cette organisation du territoire a été fait sans impliquer les citoyens sous Hollande. Alors, un dernier mot, David Cabas, sur les langues régionales, les langues de Bretagne, entre autres. On a vu la loi Molac retoquée en partie, en tout cas, par le Conseil constitutionnel. Le gallo, le breton, on a deux langues ici en Bretagne, en plus du français. Est-ce que pour vous, le fait d'apprendre une autre langue, eh bien finalement, ça ne met pas en péril le français ou... Oh non, ça ne prend pas le péril en français, sinon on n'apprendrait pas de langue, d'autres langues. Non, on s'est positionné. D'ailleurs, mais même la République, depuis les années 50, on a le droit d'apprendre, enfin, voilà, c'est accepté en France d'apprendre une langue. Et nous, on favorisera d'ailleurs l'apprentissage du breton, mais aussi du gallo. Dans d'une des propositions, on a conditionné l'apprentissage d'ailleurs du breton à l'apprentissage du gallo. Et parce qu'il faut absolument quand même garder ce patrimoine vivant en Bretagne, que ce soit du côté de la Haute-Bretagne et de la Basse-Bretagne. Voilà, et bien c'est là-dessus que l'on va se quitter. David Cabas, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes candidat tête de liste Debout la Bretagne, Debout la France pour les régionales, secrétaire départemental du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan dans le Morbihan, et vous êtes venu jusqu'ici à Quessoy ce matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.